Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Entrecases. Alors vous pouvez bien sûr toujours nous suivre sur toutes les box ADSL, sur le site de Watch et en direct sur Facebook Live et YouTube Live. Ce soir au programme, deux invités. Bonsoir. 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 Kibi. C'est ça. Alors on parlera un petit peu de ce qui s'est passé là récemment, notamment de SAC, hein, il me semble. C'est ça, absolument. Et puis avec Marc, on reviendra un petit peu sur la précarité des auteurs. Oui, sur la situation sociale du métier en fait. Eh bien écoutez, on fait une petite pause et puis on démarre. Alors Kibi, vous êtes illustrateur. C'est ça, tout à fait. Et il s'est trouvé que vous avez retrouvé, un peu par hasard d'ailleurs, vous allez nous expliquer comment ça s'est passé, un de vos dessins utilisé par une grande marque. Alors absolument, alors c'est effectivement un hasard heureux au final, puisque ça aurait pu passer inaperçu, enfin de mon point de vue. J'ai un ami illustrateur hollandais qui fait aussi du one-line. One-line, c'est alors voilà, on peut revenir sur la technique voilà, que vous utilisez. Le one-line, c'est la technique que j'utilise, c'est un dessin qui est fait en une seule ligne sans interruption du trait en fait. Et donc il y a une espèce internationale de la ligne maintenant qui s'est créée, et donc j'ai des amis un peu partout, notamment aux Pays-Bas, qui me signalent qu'il a vu sur un compte Instagram un artiste allemand assez mécontent qui avait retrouvé ses illustrations sur un sac Zara. Et il me dit, je crois qu'une de tes illustrations, en l'occurrence Close, se retrouve sur le sac. Alors que vous nous avez amené, on l'a vu à l'écran, mais je peux vous le remontrer. Hop. Donc ça, c'est l'original ? Voilà, non, pas du tout, c'est pas l'original, c'est un tirage. Et donc en vérifiant le sac, je me suis rendu compte qu'effectivement Close figurait dessus, enfin une partie de Close, parce qu'ils ont gardé qu'un seul visage sur les deux, mais en remontant le motif sur le sac, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une illustration, pas deux, il y en avait 4 en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pioché dans mon book, dans mon dossier, dans mes illustrations, ils ont pioché 4 illustrations qu'ils ont utilisées pour faire donc il y a le sac, il y a un sac rouge. Il y a un sac rouge. Parce qu'il y a plusieurs modèles de sac. Alors il existe en deux formes différentes, en sacoche comme celui-là, où il existe en rouge et en bleu, et en sac de ville, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je suis pas spécialiste du sac, mais un grand sac de ville, où il existe... Qu'on aperçoit dans les images après, voilà, on a présenté les deux modèles, et puis il y a la version bleue qu'on aperçoit. C'est le même sac que le premier, mais juste la couleur varie, et après effectivement il y a un modèle plus grand. Et donc 4 illustrations, donc là on en voit 2 là, et il y en a en tout 4 qui sont repris dans un motif et où elles sont mêlées à d'autres illustrations, dont les illustrations de l'auteur allemand dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Boris Schmitz. Et il y a un troisième auteur qui est un auteur syrien qui vit en Turquie, qui s'appelle Imtanes. Enfin, c'est comme ça qu'il se fait appeler sur Instagram. Et donc on est au moins 3 à se revendiquer de ce plagiat. Enfin, c'est même pas un plagiat, parce que la copie elle est servile, donc c'est un emprunt. Une utilisation sans autorisation. Sans aucune autorisation, ni donc sans respect licence. Du droit d'auteur, sans respect. Moi, je connais personne chez Zara, personne ne m'a demandé mon avis, et voilà. Donc, alors, je suppose que vous avez dû essayer de rentrer en contact dans un premier temps. Alors, moi, j'essaye de faire les choses de manière... parce que Zara, c'est une sorte de symptôme, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. Ce visuel-là est très copié. C'est pas la première fois que ça arrive. Alors, contrairement à mon homologue allemand qui a été très choqué et très touché, j'ai un peu plus de distance parce que malheureusement, ça m'arrive beaucoup, et notamment sur ce visuel-là. Donc décliné sous quelle forme ? Pas sous la forme d'un sac ? Pas sous la forme d'un sac, mais ça a pris la forme, le textile pas mal. Oui. Mais mes illustrations, mes prints sont vendus dans des boutiques de décoration d'intérieur avec des signatures qui sont pas les miennes. Je sais ça arrive jamais en bande dessinée, ça. Il y a des emprunts, il y a des... Mais c'est...
Comment dire, c'est mal. C'est pas bien. Mais non. C'est pas bien. Il y a des exemples comme ça. Il y a un salon de beauté à Santiago du Chili qui a fait toute son image de marque avec ce visuel-là. Ils ont imprimé les plaques à l'entrée du salon, ils ont fait broder les serviettes avec, ils ont imprimé sur les tables de massage, enfin, tout était avec ce visuel-là, sans aucune autorisation. Mais c'est un petit peu finalement tout le souci d'Internet, où les gens se rendent pas compte que les images qui sont sur le net peuvent être soumises quand même à droit d'auteur. Alors, je pense pas que ce soit un problème d'Internet. Moi, en tant qu'artiste, je suis un enfant d'Internet. S'il n'y avait pas Internet, je travaillerais pas comme je travaille aujourd'hui. En tant qu'artiste, hein, parce que je suis un peu trop âgé pour être un enfant d'Internet en tant qu'individu. Mais donc, je pense pas que ce soit un problème de technologie, c'est un problème de morale en fait. C'est-à-dire que oui, c'est ça, c'est à la vue et au sud de tout le monde, et donc du coup, on a l'impression que c'est open bar, il suffit de se servir, mais si on appliquait ça dans la vie de tous les jours, ça serait compliqué de vivre ensemble. Si à partir du moment où on met les choses à disposition, hop, on se sert. Et moi, Marc Lisano, dans la bande dessinée, puisque on a des fois des emprunts comme ça. Il y a eu quelques cas, il y a aussi des emprunts qui peuvent glisser de l'hommage au plagiat pur. On fait notre apprentissage de dessinateur aussi. Je vais montrer le dessin. Alors là, a priori, il n'y a pas de plagiat. Parce que je viens de le faire. Donc, il n'y a pas encore de plagiat du coup. Il n'y a pas encore de plagiat. Il n'y a pas encore de plagiat. Par contre, sur un sujet donné, on peut aussi avoir des recoupements d'idées, parfois aussi. C'est-à-dire que si on part d'une situation, on fait un dessin, on peut très bien arriver plus ou moins au même résultat. Absolument. Toi, quand tu dessines, tu me disais, c'est du numérique, mais tu travailles d'abord à la main. Je fais d'abord, les dessins à la main, et après je les numérise pour des raisons pratiques en fait, parce que j'ai des boutiques en ligne où je vends mes illustrations donc reproduites à différentes tailles, et pour pas avoir de perte de définition. Le vectoriel c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, un dessin en un trait. Voilà, c'est ça. Voilà. Très bon exercice. Absolument. C'est ça, c'est un exercice très courant dans les écoles de dessin de graphisme aux États-Unis. C'est comme ça qu'on apprend aux élèves à maîtriser la profondeur, les volumes. Et c'est un exercice aussi que pratiquait Picasso beaucoup à titre d'échauffement ou de jeu. On trouve dans le film de Clouseau, je crois, dans le miroir de Picasso. En lumière aussi. Tout à fait, en lumière. Exactement. Avec les téléphones, maintenant on fait ça. aussi. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est une colle, mais l'illustrateur dont je parlais tout à l'heure, mon ami hollandais qui s'appelle Salvinsius, qui fait du one-line, en fait lui avec des effets lumineux. Tout à fait. Alors si on en revient à ce fameux sac Zara. Oui, le fameux sac Zara. Parce qu'il y a eu quand même il y a eu pas mal de pubs. Il me semble que l'info d'Espagne. Alors voilà, c'est ça. Voilà. C'est quand même quelque chose. Le petit plus people de ce sac-là, c'est que. On doit avoir une image. Le petit plus people c'est ça. C'est que la reine d'Espagne, effectivement, a visité. Alors je sais plus ce qu'elle a visité, mais elle était habillée et ça a été détaillé par pas mal de blog mode, les marques qu'elle portait ce jour-là, et elle portait donc le sac. Donc là on voit effectivement la version sac de vie. La version sac de vie, les sacs à main. Et donc effectivement, ces images-là sont retrouvées sur Getty Images. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il y avait des traces de ce sac-là un peu partout. Bien sûr. Et donc pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on a effectivement de manière légale j'ai demandé à mon représentant légal, à mon avocate, de contacter Zara. Et Zara, l'avocat de Zara, a accusé réception de notre souci. Et oui, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'articles dans la presse, alors beaucoup en Allemagne. En Allemagne, oui. C'est-à-dire que Boris Schmitz, donc l'auteur allemand, lui, a fait appel à Stern, à pas mal de gros journaux qui ont relayé l'affaire. Là, on est un peu les premiers dans notre case. Il y a eu le HuffPost en début de semaine, voilà. Et Paulette Mag aussi. D'accord. Mais vous êtes effectivement parmi les premiers médias à vous intéresser à cette histoire-là. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir invité c'est important. Et donc effectivement, l'avocat a accusé réception et du problème qu'on avait. Et puis on en est là pour l'instant. Nos représentants légaux sont en contact. D'accord. Donc on pourra vous recontacter dans quelques mois pour savoir où on est cette histoire. Comment ça évolue exactement. J'espère avoir des nouvelles à vous donner assez rapidement. Parce que
Moi, c'est un problème. C'est un problème qui me pèse à titre personnel. C'est une chose, mais j'ai un vrai souci intellectuel simplement. Oui, et puis qui dépasse mon cas particulier parce que c'est un problème pour la plupart des designers et des illustrateurs et des créateurs. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on est confronté à une espèce d'attitude, de modus operandi qui se retrouve chez les marques, mais pas que chez les marques, aussi chez les individus, qui consiste à dire je le vois, je le prends, et c'est à moi. Voilà. Et c'est la jungle, quoi. Oui, bien sûr. Donc on peut plus fonctionner comme ça, quoi. Non, c'est sûr possible. que avec une espèce difficile d'avoir un contrôle tout de même, mais ça passe par un système d'éducation en fin de compte. C'est ça. C'est-à-dire, donc pour en revenir à ce que vous disiez sur Internet, je pense pas que ce soit Internet le problème. Le problème, c'est les gens qui utilisent Internet et la façon dont ils l'utilisent. Alors, un petit peu pour conclure, oui. Est-ce qu'on peut encore le trouver, ce sac-là ? Alors, il n'est plus en vente sur le site Zara Internet. Oui. Et aux dernières nouvelles, avec le peu de contrôle que moi je peux avoir sur ça, je pense qu'il n'est plus disponible non plus en boutique. D'accord. Bon, vous avez réussi à trouver un exemplaire ou pas du tout ? Alors j'ai un exemplaire, ouais. Je l'ai pas avec moi ce soir, mais j'ai un exemplaire effectivement du sac au cas où on aurait besoin bien sûr, de le produire très bien. Dans un futur proche. Eh bien, écoutez, Kibi, on se retrouve prochainement pour des nouvelles. Avec grand on est en attente de savoir comment va se terminer cette histoire-là. Avec grand plaisir. Alors, c'est vrai qu'on a des fois en BD des festivals ou des choses comme ça qui peuvent utiliser une image sans forcément penser à avertir l'auteur. Oui, il semblerait qu'il y ait des cas comme ça dans les conventions, notamment de manga et de comics, où il y a beaucoup de produits dérivés avec des mugs, avec des fanarts qui sont réutilisés directement. Vous, ça vous a jamais arrivé ? C'est assez agaçant. Des histoires de vol direct de dessin, non. Ouais. Non. Mais moi, je suis pas très présent. J'ai pas de blog. Je suis pas extrêmement présent sur le net. Je suis un auteur à l'ancienne, un peu. Alors, je vous propose qu'on marque une courte pause et puis qu'on aille faire un petit tour à Montargis, puisqu'on avait eu l'occasion de parler de cette manifestation qui a eu lieu le week-end dernier avec ces 6 femmes auteurs. Et voilà, on fait une petite pause et puis on en reparle. Alors effectivement, samedi dernier se passait à la médiathèque de Montargis, donc organisée par l'AME, toute une manifestation autour de la bande dessinée féminine, avec notamment la présence de membres d'Artemisia, puisqu'on est dans les 10 ans encore, jusqu'à la fin de l'année, les 10 ans d'Artemisia. Alors une toute petite vidéo pour vous montrer ce qui s'est passé rapidement. Le week-end dernier, la ville de Montargis avait donc organisé cette manifestation dans le cadre des 10 ans d'Artemisia. Ça a été l'occasion de plusieurs rencontres, dont notamment une rencontre avec des collégiens qui s'est effectuée quelques jours avant. Chantal Montelier a pu rencontrer une classe de 5e et les faire travailler plutôt sur de l'association entre le texte et l'image avec de la réécriture de planches. Et Sylvie Fontaine a rencontré une classe de 3e pour les faire travailler sur du dessin, principalement les expressions du visage en dessin. L'après-midi, un autre atelier était proposé à la médiathèque, toujours avec Chantal et Sylvie, à la rencontre d'un public tout à fait différent. Il y avait à la fois des jeunes et des nettement moins jeunes. Et tout cet ensemble s'est mis à travailler autour de la bande dessinée. Le samedi, bien sûr, les rencontres avec le public, des dédicaces, beaucoup de discussions justement sur ces albums primés par Artemisia et, dans une plus grande mesure, toute la création de bande dessinée féminine. Une exposition des œuvres de 6 auteurs présentes, Chantal Montelier, Sylvie Fontaine, Perrine Royon, Sylvia Radelli, Cecilia Capuena, Marion Laurent, étaient là pour faire découvrir le travail de ces auteurs au public. La journée s'est terminée par une table ronde très intéressante sur la place de l'auteur dans notre société moderne. Place de l'auteur avec un E, bien sûr. Alors vous pourrez dire à Benjamin que vous adorez la musique parce que visiblement ça le gêne un peu. Alors je vous propose qu'on fasse une courte pause et puis qu'on se retrouve avec Marc Lisano pour parler un petit peu de la précarité des auteurs. Alors tiens, je vous montre 2 petits dessins d'ailleurs, parce que pendant qu'on parle,
les dessinateurs dessinent. Alors Marc, que se passe-t-il ? C'est pas un phénomène nouveau sur la précarité des auteurs. Parce qu'il y a déjà eu les EGBD, les États généraux de la bande dessinée, qui étaient dirigés par Denis Bajram, par Benoît Peters et Valérie Mangin. Oui. Qui avaient établi. Donc ça, c'était il y a. C'était 2013. Hein. Ouais, c'est ça, 4 ans déjà. Et donc on avait établi des sortes de bases de données sur les revenus des auteurs, où on était grosso modo autour de la moitié des auteurs autour du SMIC. Un bon tiers au seuil de pauvreté. Au seuil de pauvreté. Et pour les femmes, c'était directement la moitié au seuil de pauvreté. Donc il y a quand même une situation qui est assez préoccupante sur le moteur de toute l'industrie du livre, puisque c'est les créateurs qui amènent la richesse. Bien sûr. Voilà. Et la situation se complique, parce qu'on empile maintenant des cotisations. On a eu une cotisation... Alors certaines mesures fiscales, là, effectivement... Voilà, on a eu une cotisation il y a 2 ans de formation, ce qui est un plus dans un certain sens, sauf que les auteurs n'ayant pas de congés payés ont des difficultés à prendre aussi du temps pour faire des formations. Pour se former, oui. Chris avait une formule qui était assez intéressante, il disait qu'on allait faire des formations de survie. Oui. Donc, là, Chris, je précise quand même que la plupart des auteurs qui s'engagent aussi là-dessus sont des auteurs qui tournent bien, qui travaillent. Oui, qui sont un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que parfois l'argument ça pourrait être de dire mais un auteur qui ne vend pas, c'est normal qu'il ait du mal à... Non, on parle d'auteurs qui travaillent à plein temps, qui vendent des livres et qui malgré tout ont des difficultés à vivre de leur travail. Or c'est un travail qu'on est quasi obligé de faire à plein temps. Voilà, il faut rappeler, mais bon, c'est vrai que les amateurs de bande dessinée savent bien qu'un album de BD, c'est une année de travail. C'est un an de travail, donc entre la baisse des avances de droits, donc l'argent qu'on a pour pouvoir faire notre travail, et la hausse des cotisations, il y a une espèce d'effet de je sais pas comment on appelle ça, de ciseaux, de tenaille en tout cas, et qui est très préjudiciable à la situation directe des auteurs. Cette année, on a eu une cotisation complémentaire retraite, donc là on peut parler de droits, d'acquis, ça peut être intéressant, mais c'est entre 4 et 8% d'un seul coup pour des auteurs qui sont déjà précarisés. Et la hausse de la CSG, qui est valable pour tout le monde, qui vous touche, vous, de plein fouet, là. Elle nous touche comme les salariés, sauf que chez les salariés, elle est compensée par une baisse des cotisations chômage, il me semble. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et ce qui n'est toujours pas le cas pour les auteurs de bande dessinée, puisque là, le texte de loi est au Sénat, pour éventuellement avoir une compensation sur les cotisations. Sauf qu'il ne concerne pas forcément tout le monde et il n'est pas acquis pour l'instant. Donc il y a un mouvement là qui se fait. Oui, qui s'est mis en place un petit peu là, tout récemment, puisqu'on a pu entendre Chris s'exprimer sur le sujet au moment du festival Quai des Bulles. Denis Bajram est quelqu'un qui est très impliqué dans ce mouvement-là. Oui, là j'ai vu passer un texte aussi de Cyril Pedrosa il y a très peu de temps, hier je crois. Avec un collectif de Nantais qui veut développer notamment un appel à la grève et à Montreuil et à Angoulême. Alors c'est en discussion, ils sont en train d'essayer de... Ils ont manifesté il n'y a pas longtemps sur les dernières manifs de la loi, enfin contre la loi du travail. Et effectivement, il y avait une représentation à Nantes des auteurs de BD, puisqu'il y a un pôle d'auteurs dans l'Ouest qui est quand même important. Qui est assez important. Il y a pas mal d'actions qui se développent et il y a surtout le travail de fond, par exemple du SNAC, qui avait obtenu notamment... Alors on peut rappeler que c'est le syndicat des auteurs, c'est le syndicat qui des s'est auteurs monté il y a quelques années. Qui avait notamment... alors c'est du travail souterrain souvent, qui est assez invisible, mais ils avaient obtenu les aménagements qui permettaient aux auteurs les plus précaires ou les plus pauvres de ne cotiser qu'à hauteur de 4% au lieu de 8%. Mais c'est énorme, avoir une augmentation de 4 à 8% sur ses revenus, n'importe quel métier. Les taxis, on leur fait ça, le périph' est bloqué pendant 2 semaines. Faites ça au routier, vous allez voir. Oui, on le voit. Mais on a une capacité de nuisance qui est assez peu développée chez les auteurs, d'abord parce que tout le monde travaille de manière individuelle. Alors il y a cette difficulté aussi peut-être de fédérer les auteurs. Est-ce que vous communiquez beaucoup entre vous ? Est-ce que ça commence par le syndicat, je suppose que ça permet de rassembler, mais est-ce que la communication se fait en dehors des festivals où vous vous rencontrez, puisque c'est le seul lieu finalement où vous vous rencontrez ? Oui, et maintenant il y a aussi les réseaux sociaux qui permettent d'échanger pas mal de... Et qui aide aussi à la compréhension des textes, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs, toujours bénévoles, que ce soit à la charte des illustrateurs jeunesse ou au syndicat, donc le SNAC BD. Il y a des gens qui se fadent les textes de loi pour les comprendre, pour essayer d'en démêler les enjeux, parce que c'est assez compliqué pour nous. Et ces infos circulent. Oui, d'abord il y a un travail de juriste, ce qui paraît normal. Là. On n'est pas formé à ça, en fait, à la base. Hein. Bien sûr. Et voilà, il y a une grande précarisation du métier.
qui s'accélère avec cet effet de tenaille. Et aujourd'hui, il y a réellement un ras-le-bol de beaucoup d'auteurs, dont certains... la situation, elle est différente par auteur. On n'a pas tous les mêmes champs d'investigation, de travail. Ce qui est aussi un petit peu difficile d'avoir quelque chose de commun, voilà. Parce que chaque auteur, je dirais, est un individu avec une façon de fonctionner. Ça pourrait être assez facile de vous dire, les auteurs, c'est ceci ou cela. Or, c'est des schémas très... On ne peut pas vous mettre dans une case. Difficilement. Difficilement. On fait du hors-champ en permanence ou du bord perdu. Et la plupart des auteurs, maintenant, commencent à avoir des multi-activités. Ça peut être de l'enseignement, des interventions, de la vente d'originaux. Ce sont des choses qui existent déjà, qui se développent ou se mettent en place. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un temps où le monde de la publicité faisait beaucoup appel à des auteurs de BD. Ce qui fonctionne moins maintenant, je crois. Oui, mais on fait quand même appel aussi à la création de la bande dessinée, par exemple pour l'audiovisuel, pour créer des dessins animés, ou celle du livre jeunesse. On a aussi... Il faut jamais perdre de vue que les auteurs, 2000, 3000, 5000 auteurs au total, entre les écrivains, les illustrateurs, les dessinateurs de bande dessinée. Oui, puisque c'est aussi le problème pour vous, Kibi. Oui, tout à fait. Justement, moi j'avais une question par rapport aux autres acteurs de la chaîne. Comment eux réagissaient ? Est-ce qu'il y avait des appuis à en attendre ? Est-ce qu'ils se sentent concernés ? Pas du tout. Je ne sais pas s'ils se sentent concernés. En tout cas, si on considère le silence comme une réponse, c'est assez éloquent. Pour l'instant, il n'y a pas de prise de parole des représentants des autres parties de la chaîne du livre. Parce que c'est une chaîne, donc s'il y a un problème avec un maillon, normalement tout le monde devrait être impacté. Donc, on peut considérer que c'est un organisme vivant, et le jour où il n'y aura plus d'auteurs pour produire des livres, il y a déjà certains auteurs qui n'arrivent plus à travailler. Les auteurs qui travaillent sur un schéma de dessin réaliste où la production d'une planche prend une semaine. J'ai vu ces derniers mois, plusieurs dessinateurs annoncer la fin de leur activité parce qu'ils ne pouvaient plus. Bien sûr. Et on perd des talents, alors qu'on a cette chance en France d'avoir une création très très vivace, et puis foisonnante, variée, qui amène des jeux vidéo, bien sûr. On a dans tous les milieux du graphisme, d'école d'excellence du dessin animé en France, par exemple, avec des auteurs et des techniciens, des illustrateurs qui s'exportent très très bien. C'est ce que tu disais. Faut jamais oublier. Excuse-moi. Dans la publicité, c'est vrai qu'on utilise beaucoup plus. J'ai eu une vie antérieure, j'ai travaillé en agence, et c'était très difficile d'imposer l'illustration, par exemple, à des gens qui avaient travaillé dans les années 80 ou 90, qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec l'illustration. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la publicité, il y a énormément d'illustration et de dessin. Oui. Et d'animation. Oui. Mais il ne faut jamais oublier non plus que toute cette économie, c'est un écosystème, en fait, fait vivre aussi énormément de monde. La culture, on le sait peu. Alors la culture en général, c'est une économie qui est bien plus forte que celle de l'automobile, par exemple. Et elle a un impact dans la vie de toutes les villes. Bien sûr, effectivement, on ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir des retombées comme ça, qu'on ne mesure pas en fin de compte, mais qui sont une vraie réalité. Si on sort du domaine purement économique, sur l'éducation. Bien sûr. Évidemment. La formation des générations nouvelles, à la lecture, à l'ouverture d'esprit. Oui, l'ouverture sur le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre là concrètement ? Donc ça repasse au Parlement, ça repasse au Sénat, ça va repasser au Parlement. Peut-être qu'à un moment donné, les moyens de pression seront moins verbaux, c'est-à-dire que ça passera peut-être par de l'action, puisqu'il y a des auteurs là maintenant qui veulent passer directement... C'est toujours compliqué parce qu'on est dans une période de négociation, donc faire des actions comme un boycott d'un salon, ça pourrait avoir un important médiatique en termes de médiatique, mais ça peut aussi avoir un impact très dur sur cette économie en fait aussi. Là à Blois, il y a le festival de Blois qui arrive bientôt, il y a des choses qui sont prévues sur des débats, des choses comme ça ? En tout cas maintenant la parole est en train de se libérer, mais vraiment à flot, là sur les réseaux ça circule énormément. Ce sont des questions qu'on se pose depuis quelques années. On n'a pas encore tout à fait les réponses du moyen d'action idéal, mais il va y avoir des choses. Mais parce que les gens sont arrivés à une situation où il n'y a plus d'attente possible. Bien sûr. Pour le moment, le syndicat, donc le SNAC et la Charte ont lancé aussi un appel à ce que les auteurs interpellent directement les députés pour faire état de la situation. Oui, que chaque auteur écrive à son député. Voilà. C'est ça, ouais.
Parce que ce sont des métiers où les situations sont très très différentes. Très différentes. En bande dessinée, on travaille à plein temps. Bien sûr. Et c'est aussi ce qui fait que cette professionnalisation amène un très beau niveau de création. On a des livres magnifiques. On a énormément de livres, peut-être trop selon certains. Mais dans le lot, on a quand même des merveilles, on a des pépites en permanence. Oui, il y a des choses extraordinaires. Ah oui, ce serait quand même dommage. Donc on attend quelques mois et puis vous revenez nous parler de ça. Oui, moi avec d'autres auteurs ou d'autres auteurs parce que il y a énormément de monde en fait qui milite et qui travaille. C'est un travail de fourmi, un travail souvent de bénévoles. Mais c'est aussi alors c'est pas des collègues, on appelle plutôt ça des confrères peut-être. Camarades. Oui, mais pourquoi pas. C'est la lutte. Alors il reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais qu'on parle quand même du festival de Blois, donc qui démarre samedi. Il y a un visuel d'ailleurs sur l'affiche. Et puis notamment, c'est à l'occasion du festival de Blois que se réunit l'association des critiques et journalistes de bande dessinée, avec la fameuse remise du Grand Prix ACBD. Alors il y a la deuxième image où vous allez voir les 14 BD pour l'instant en sélection. Justement, on parlait, c'est les 14 sélectionnés, ça pour l'instant. Voilà. Vous avez déjà des infos ou pas? Ah non, je peux rien vous dire. Je ne peux rien vous dire. Que des bonnes choses. Pas de scoop. Non, que des bonnes choses. Et samedi, voilà, on verra ce qui va se passer. Mais c'est vrai que quand on voit Alexandrin, quand on voit Shelter Market, Scalp qui était très bien, Léman, Imbattable, vraiment, il y a des très très belles choses. Donc on en reparle dans une prochaine émission pour savoir qui aura obtenu le Grand Prix de la CBD. Voilà, je voulais quand même en dire un mot. Alors pour parler de quelques livres avec le peu de temps qui reste, je vais vous citer Ciné, parce que si on parle de lutte, obligatoirement je suis obligé de vous citer Ciné. Il nous manque bien, mais heureusement vous pouvez toujours continuer à acheter Ciné mensuel. N'hésitez pas, Catherine Ciné s'en occupe. Et puis ils sont toute une bande quand même. Donc ça c'est édité chez Fluide Glacial. Voilà, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, c'est Ciné. Le dernier Midam, ça c'est Kid Paddle. Men in Block, le joueur d'échecs qui est justement dans la sélection de Blois chez Casterman. C'est très beau, très beau. Une belle adaptation, très fidèle quand même du bouquin de Zweig. Catalogue, ça c'est aux éditions Roukmouk. Allez, ça c'est super. C'est génial. Ah ouais, c'est génial ça. Donc voilà, si vous aimez Ikea, Bernstein c'est pas pour vous. Bernstein est un génie. Ça c'est excellent, c'est édition Roukmouk. Ça. C'est chez Glénat, portrait de caricature, Belmondo, et puis Pagnol. Hop! Et puis je vais quand même vous parler de ça qui vient de sortir. Chez Casterman, c'est le dernier Anki Bilal, très bien aussi. Et ça c'est d'actualité parce que le jour où Internet s'arrête, on va être bien embêté. Donc c'est à découvrir, Bug, Anki Bilal, chez Casterman. Allez, encore de la lutte. 2 volumes qui viennent de sortir à la boîte à bulles, Les fantômes de Hermo. Ça, c'est la guerre d'Espagne. C'est l'intégrale? Oui, c'est l'intégrale, en 2 volumes. Donc c'est les 4 en 2 volumes, superbe. Hermo. Les fêtes approchent. Alors, pour finir, je vous montre quand même ce que Marc nous a amené, puisque vous avez fait partie d'un collectif, qui est la Déclaration universelle des droits de l'enfant, c'est Chênes. Au Chênes, j'ai travaillé avec Carole Trébor, qui est auteur de romans jeunesse. Hop. Et puis 2 petits romans jeunesse, Dérodant l'eau jeunesse, et chez Rajo, alors dépêche-toi maman, c'est la rentrée. Ça c'est un texte illustré avec Hubert Benkemoun. Voilà, et puis Paloma, si on prenait un bain. Avec Carole Trébor, c'est de la bande dessinée muette. Voilà, très bien, pour les tout petits, pour découvrir. Pour 3-6 ans quoi. Superbe. Marc, merci. Merci à toi. On se revoit bientôt pour parler de la suite. Oui, moi ou quelqu'un d'autre. Et puis Kibi, pareil, on veut savoir ce qui se passe pour le Saxara. Avec grand plaisir. Merci encore de m'avoir accueilli. La semaine prochaine, vous retrouvez Nicolas et Emmanuel. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec Hubert Maury pour le voyage au pays des purs. Et Rachel qui revient. Lisa n'était pas là, mais elle était avec nous. Elle nous suivait, la pauvre. Elle reviendra dans un mois. Merci beaucoup et à bientôt.